Top. Montez le volume et rendez-vous au premier virage. Générique, tentative de passage de Roll, ça y est. Ah, il se tente de passer. C'est prévisible, c'était prévisible. Les Français champions du monde, s'ils ne réussissent pas, voilà, à repartir. Voilà, c'est là où il faut jouer, c'est là où il faut jouer. Et il va, et il passe, et il se touche, et il s'accroche, et merde. Okay, Lewis, it's hammer time. accélère. Toto? Yes. It's called a motor race, okay? Sorry? We went to car racing. It is unbelievable, guys. Can we do this for another 10, 50 years together? On a le droit de faire des erreurs, c'est un principe de base, c'est dans les erreurs qu'on apprend. Quand on fait 2 fois les mêmes erreurs, là c'est qu'on n'a pas appris. Je peux pas m'empêcher de vraiment rigoler quand j'entends cette citation de Monsieur Rossi qui n'est plus en course lui. Mais en tout cas, bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue chez Barbecue F1 sur Radio Merguez & Co. C'est le 19e épisode de cette saison de 2023 pour notre barbecue. Et c'est pas le dernier, même s'il y a un peu des odeurs de fin de saison puisque on va le dire tout de suite. Max Verstappen est champion du monde, Red Bull est champion constructeur. Voilà, bon ben salut. Je plaisante. En tout cas, il reste 5 grands prix cette saison après celui de ce week-end puisque nous étions au Qatar. Et qu'est-ce que nous avons vu ? On a vu donc effectivement Max champion, mais qui en doutait ? On a vu que McLaren impressionnait toujours. Perez, lui, il impressionne toujours pas. On a vu que les pilotes alpines, ils avaient eu peut-être un peu chaud sur ce week-end. Et puis, bon, voilà, on va peut-être encore reparler de Lance Stroll. Enfin bon, en tout cas, pour parler de tout ça, autour de moi, autour du barbecue, on retrouve notamment Lance Niol. Est-ce que ça roule, Lance ? Bonjour, bonsoir à toutes et tous. Oui, ça roule presque comme Max sur un petit tour de circuit classique. On dirait qu'on te réveille de la sieste, là. On te réveille de la sieste. Bon, après, c'est comme ça. On enregistre à 16h. On enregistre à 16h aussi, c'est compliqué. Non, mais presque, parce qu'on verra quand même que ce qui m'a impressionné, c'est que le résumé de la course sprint par Canal+ était plus long que le résumé de la course normale. Et ça veut peut-être tout dire de ce qu'on a vu dimanche. Ok, avec nous autour du barbecue aussi, j'ai nommé Takuma Sado. Takuma, ça va ? Week-end agréable pour toi ? Oui, écoutez, tout va bien. Par contre, tu feras gaffe, Jacques, tu viens de prendre 5 secondes de pénalité pour avoir dépassé les track limites. Je suis désolé. Ah mince, j'ai pas vu, on voit pas quand on est au poste de pilotage, on voit pas. Donc voilà, et faites attention parce que d'ici 3 tours, on doit changer de présentateur. Non, j'ai chaud, hein. J'ai déjà chaud là. La FIA, hein. Je me sens pas très bien en plus. Écoutez, moi je m'applique, je suis les consignes. Donc voilà. Ok. Avec nous aussi autour du micro, Olivier Pastis qui cette fois-ci arrive au début de l'émission et pas une fois qu'elle est terminée. Comment vas-tu, Olivier ? J'ai ouï dire qu'il y avait un changement de présentateur rapidos, donc c'est pour ça que je suis là maintenant en fait. Salut à tous. Ok, ça fait plaisir. Et fais attention aux vibreurs quand même. Ah, ça. Et dernier larron avec nous, Charles Carrefour qui, voilà, on disait en préparation de l'émission dans les studios que voilà, il avait changé il a changé de couleur. Il était rouge toute la saison, là il est passé à l'orange. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui se passe, Charles Carrefour ? C'est un dysfonctionnement technique, j'imagine. Ouais, j'ai mis un peu de jaune dans ma tenue pour avoir un peu plus le sourire les dimanches et du coup avoir un peu de plaisir quand même. Parce que, encore un dimanche en demi-teinte pour les rouges, donc bon. Ok. Toujours compliqué. D'accord. Bon, en tout cas, on l'a déjà dit, certains l'ont déjà dit, il y a eu pas mal d'événements Formule 1 ce week-end puisqu'il y avait une course sprint, il y avait aussi une course le dimanche, il y avait des qualifications pour chacune de ces épreuves, donc au final, on s'est régalé au niveau Formule 1, en tout cas, il y a pas mal d'heures de F1 diffusées.
Mais en tout cas, ce qui s'est passé, le fait le plus important, après ce titre constructeur obtenu le week-end précédent, c'était le titre de champion du monde pilote pour Max Verstappen qu'il a obtenu au terme de la course sprint, puisqu'il fallait qu'il ait, si je me rappelle bien, qu'il marque seulement 3 points, et puis en plus, Pérez n'a pas fini la course, puisque Esteban Ocon l'a aidé à rentrer plus tôt au stand. De toute façon, il faisait chaud dans les voitures, et donc Sergio, lui, il en avait un peu ras-le-bol. Olivier, on sait que tu n'aimes pas du tout Max Verstappen. Qu'est-ce que ça te fait, ce 3e titre qui ne souffre d'aucune contestation, qu'il a fait toute la saison avec juste 2 doigts sur le volant? Quel est ton ressenti? Bravo à lui. Non mais c'est amplement mérité. C'est quand même assez incroyable la saison qu'il a faite. Ils ont quand même écrasé la concurrence. Ils ont complètement tout dominé. Red Bull et Max Verstappen surtout. C'est incroyable la saison qu'il a faite. Enfin, elle n'est pas finie, mais je vois mal comment ça pourrait enfin, il va continuer sur sa lancée à enquiller. Enfin, il y a une telle osmose entre le pilote et la voiture que c'en est. Enfin, même si jamais j'aime pas du tout, c'est vrai, Max Verstappen, il y a quand même une certaine osmose et c'est hyper beau à regarder quand tu voyais. Alors j'étais pas avec vous à Suzuka, mais à Suzuka quand tu voyais les changements de trajectoire dans les S, mais c'était la voiture, elle ne bougeait pas d'un iota. Enfin, elle est vraiment hyper belle cette voiture et Max l'a conduit merveilleusement. Donc bravo à lui, quoi. Je suis pas content, mais bravo à lui. Moi, je vais poser la même question à Charles. Charles Carrefour, que dire de ce 3e titre pour Max Verstappen, qu'il a remporté de manière assez, au final, tout en maîtrise, on va dire. Alors, on va pas dire que c'était simple et qu'il était décontracté et détendu. En tout cas, il était tout en maîtrise. Il s'est pas stressé non plus. De toute manière, depuis le début de la saison, on a l'impression qu'il stresse pas et qu'il garde son sang-froid, même en se faisant dépasser, là, ce qui était suffisamment rare pour être signalé. Ton avis sur ce 3e titre pour Maxou? C'est clairement la saison, je pense, de la maturité. Non, mais clairement, il fait une saison sans sourciller. Il arrive, il fait ce qu'on pense ce qu'il va faire. Enfin, je suis peut-être pas bien français dans ce que j'ai envie de dire. C'est un peu une machine, quoi. T'es en train de dire que c'est une machine. Mais oui, voilà, pour le coup. Cependant, encore une fois, je trouve que le moment où il devient mathématiquement champion du monde, c'est toujours un moment un peu bizarre. Il y a 3 ans, c'était avec Lewis Hamilton où c'était un peu controversé. L'année dernière, c'était une course, on ne savait pas trop, et ne savait même pas lui s'il était champion du monde. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait eu ça l'année dernière. Et puis cette année, les champions du monde un samedi. Je pense que Liberty Media devait être un peu dégoûté de ne pas avoir du coup toute son audience devant la F1 ce jour-là, mais c'est vrai qu'à chaque fois il n'arrive pas à la fin d'un Grand Prix où c'est tout beau, tout magnifique. Alors bon, après celui-là c'était quand même beaucoup plus simple pour lui. Il avait quand même 34 points potentiellement à aller chercher, si je dis pas de bêtises, et il en a récupéré quand même une bonne partie. Donc franchement, le week-end est encore parfait pour lui, hein, quasiment. Ok. C'est une maîtrise sans pareil. C'est ça. Takuma, tu partages ce même sentiment? Évidemment, on est tous un peu ébahis devant autant de maîtrise, autant de différences. Même au moment où on sentait que peut-être que McLaren pouvait concurrencer, rattraper tout ça. Mais en fait, non, lui, il est devant. Et quand même, il faut noter cette forte disparité avec son coéquipier. Même si on dit que la voiture, elle est faite pour Max, qu'il finisse avec encore plus d'un tour d'avance sur son coéquipier. Que dire quand même un tel niveau? Déjà, j'aimerais dire à Charles qui vient de prendre 5 secondes de pénalité pour avoir déplacé les track limits. Je suis désolé, c'est comme ça vient de tomber. Non, sinon, oui. Ce titre, il me fait penser à, je ne sais plus si c'est le 4e ou le 5e titre de l'Olympique Lyonnais en foot, quand ils étaient champions en étant à l'hôtel. C'est-à-dire que tout le monde a fait « Ah bah c'est bon, ils sont champions », tout le monde s'en fout. J'ai l'impression que c'est le pareil. J'ai l'impression que tout le monde s'en fout un peu. Genre, c'était un peu... Tiens, il est champion, bah, je vais reprendre 2 fois des moules. Alors qu'on a la chance d'avoir un talent générationnel qui est en train de dominer de la tête et des épaules parce que la voiture est au-dessus et que lui aussi est au-dessus. Et c'est un peu dommage. Et je pense que Liberty Media, ils doivent pas forcément apprécier ça parce que
Oui, il voudrait du spectacle, tout ça, machin, etc. 74 courses par saison, des sprints. Une 11e, une 12e écurie. Avec des changements des passages au stand tous les 3 tours, effectivement, pour changer les pneus. C'est organisé, hein, c'est prévu, ça. 2026. Ah ouais, bien sûr. Pour la 11e écurie, il y en a 2-3 qui ont déjà dit qu'ils n'étaient pas trop chauds. Bref. Mais après, voilà, c'est pas la première fois. Pour revenir sur la deuxième partie de ta question, c'est pas la première fois que j'évoque le fait que c'est pas normal d'avoir un coéquipier si loin de Max Verstappen. J'entends tout à fait que toute l'écurie est autour de Verstappen et que la voiture est faite pour lui, c'est pas un problème. Mais t'es censé normalement maximiser le plus de points possible. T'es censé être vraiment dans les sommets du classement. T'es censé être deuxième du classement général pilote de manière assez sûre. Et là, on est en droit de se demander si Lewis Hamilton va pas devenir vice-champion, alors que pourtant la Mercedes, c'est quand même une voiture qui est hockeytière, sans dire qu'elle est, mais qui est toujours là. Et c'est pas normal que Red Bull fasse pas 1 et 2 au classement pilote. D'ailleurs, moi je disais ça. Horner a commencé à remettre quelques balles dans le barillet, 2-3 balles perdues qui commencent à sortir. Je ferai attention à lui. J'attendrai que le Grand Prix du Mexique passe, parce qu'on sait très bien que s'il veut sortir. Voilà, s'il veut sortir vivant. Voilà. mais après. Après, voilà, ils sont restés. Red Bull, ils savaient qu'ils étaient au-dessus, ils étaient au-dessus. Ils ont peur de personne, ça se voit, et ils ont le meilleur pilote. Donc. Oui. Après, moi, j'ai parlé de Pérez, c'était pas forcément en négatif, en tout cas pour me consacrer à Pérez, c'était plus pour parler de la différence incroyable avec son coéquipier, qui au final est très régulier, qui rate jamais rien. Maintenant, il reste que le dernier larron de la bande, c'est Lance, Max Verstappen, voilà, champion, 3e champion. Il va en gagner 10 comme ça, comme il disait, comme il dit dans le générique, là, encore pour 10 ans. 10 ans d'Orange. D'Orange, il y a peut-être un Orange un peu plus jeune qui est rookie cette année, qui pourra peut-être lui mettre des bâtons dans les roues, surtout si la McLaren continue à être bonne. Surtout l'année prochaine, voire même sur la fin de saison. C'est possible qu'ils aillent en chercher un. Cette phrase n'a absolument aucun sens si on se reprojette sur les 5 premiers Grands Prix de la saison. Ou dire qu'une McLaren pourrait gagner un Grand Prix cette année, c'était un petit peu la très très grosse cote. Mais c'est vrai que si tu reprends les chiffres de la saison, oui, c'est la 16e victoire de Red Bull. La 14e de Max, sachant qu'il en a quand même eu 10 d'affilée dans la saison. Voilà, donc et derrière, les chiffres en carrière, pour situer le bonhomme, c'est quoi? C'est sa 9e saison, là. Il n'a que 26 ans. Le mec, en 180 courses, 30 pôles, dont 25 convertis en victoire, 49 victoires, 93 podiums, seulement 31 abandons et 10 hat-tricks. Bon, tout à l'heure, Takuma, il disait un pilote générationnel. Ouais, je pense qu'on est par là. Et c'est vrai que il y a quelques saisons, tu disais que finalement Max Verstappen, avec 3 titres de champion, il rejoint des énormes pilotes comme Ayrton Senna. Et donc dire que ces 2 pilotes-là, avec le même nombre de titres de champion du monde, ils peuvent être équivalents, ça aurait été quand même pas loin du blasphème. Là, avec cette saison-là, même avec cette équipe-là, c'est que ça reste quand même du très très haut niveau. Et surtout quand on voit aussi le changement dans sa tête. Aujourd'hui, c'est un pilote champion du monde. Ça n'a absolument rien à voir avec son premier titre. Là, on passait l'audio justement sur le générique. Ouais, quand il a entendu, je pense à la radio, on a dû lui dire que Checo avait été mis au tas et qu'il était donc champion du monde. Ouais, je pense pas que dans sa tête, il était dans le même état que pendant l'audio du générique, quoi. C'est normal. Pourtant, ce championnat du monde, c'est potentiellement le plus beau parce que c'est un marteau pilon. Le mec, il est champion du monde constructeur aussi, quoi. Donc, à lui tout seul, c'est vraiment énorme. Et aussi sur le changement, la voiture a été faite pour lui. C'était pas le cas en début de saison.
En Azerbaïdjan, il voit qu'il a complètement perdu la course. Il terminera deuxième, il pourra pas récupérer Checo. Bah, le mec, il se met dans le truc je vais faire des tests avec la voiture, je vais voir ce qui va pas. Et donc, le mec, il se sert du Grand Prix d'Azerbaïdjan pour faire des tests avec la Red Bull et finalement donner ses correctifs aux ingénieurs pour que la voiture aille mieux pour lui. Ils lui ont fait une voiture sur mesure et bizarrement, après, dès Miami, il a mis une claque à tout le monde et il a roulé sur la Formule 1. Donc, c'est dommage peut-être pour Checo, parce que s'ils n'avaient pas touché la voiture, ça aurait peut-être été un petit peu plus disputé. Mais voilà, chez Red Bull, on l'a eu dans les meilleures conditions à partir de sa saison et demie, quand il est passé de Toro Rosso à Red Bull en cours de saison. Et depuis, Red Bull roule pour lui et lui donne des ailes. Hein. On l'avait déjà fait, Lance, c'est bon. Je pense que je suis pas le premier et je serai pas le dernier. Hein. Non, on n'avait pas effectivement, on n'avait pas la primauté sur sur ce trait d'esprit. On va passer au sujet merguez concernant Red Bull. C'est quand même Sergio Pérez qui nous a montré quand même que ce soit en qualification. Parce que là, il avait l'occasion quand même de faire pas mal de tests et pas mal de tentatives sur ce week-end, puisqu'il y a quand même en fait 2 séances de qualification, 2 courses. Et puis à chaque fois, c'est vraiment raté de son côté, alors qu'on sait qu'il est dans l'œil du cyclone. Peut-être juste des pronos. Il sera là ou pas l'année prochaine? Je pose la question à chacun d'entre vous. Vous me répondez, on note ça. Et puis voilà. Et puis on fera un classement et puis on décernera un prix incroyable à celui qui a eu bon au pronostic. Charles, il est là l'année prochaine, Sergio, et puis après, on peut faire l'autre pronostic. Après, c'est qui va le remplacer? Ça, c'est une question plus compliquée. Alors, je sais, Corner avait dit qu'il serait là. Mais visiblement, vu les derniers Grands Prix, encore plus ce Grand Prix-là, sa saison prochaine est quand même compliquée. Je pense, peut-être pas, mais je pense qu'il sera là la saison prochaine, mais qu'il la finit pas. Je pense. En tout cas, il la finit pas chez Red Bull. Sacré pronostic. Attends, je note ça parce que je croyais que ça allait juste être binaire et tout, mais en fait, c'est super compliqué. Et alors, à quel Grand Prix il sera? C'est compliqué, ça. Hein, ah ouais. Tu sais, Pierre Gasly a été éjecté en milieu de saison. Il a tenu quand même un peu plus. Ça peut être 6 ou 7 Grand Prix qui peut dégager. Ok, très bien. Takuma, c'est quoi ton prono, Sergio? Et puis après, si vous avez des propositions de remplaçants, si jamais vous pensez qu'il sera remplacé, n'hésitez pas à fournir les noms. Alors déjà, Olivier va prendre 5 secondes de pénalité pour avoir dépassé les track limits. Et Pourtant, j'ai fait gaffe, j'ai fait attention, alors. Non, mais ils sont très, très tatillons sur ça. Non, mais les pénalités seront purgées en fin d'émission parce que sinon les auditeurs vont tous quitter, abandonner l'écoute, ça c'est sûr. Alors moi, j'étais persuadé que Pérez sauterait cette saison et mon pronostic c'était que Ricciardo allait revenir dans la Red Bull. Bon, il s'avère que je suis persuadé que c'était quand même le plan. Et le fait que Ricciardo soit pété la main, ça a un peu mis du plomb dans l'aile à cette idée. Par contre, moi je reste persuadé qu'il y a un homme qui a l'attention de tout ça, c'est James Vowles chez Williams, parce que je suis persuadé que s'il y a une opportunité d'aller récupérer Pérez, il sautera sur l'occasion, parce que tous les discours de non mais Logan Sargent de l'an prochain, c'est pareil, hein, pour moi les deux sont liés, et je pense que Pérez va sauter parce qu'il est plus là. Depuis qu'il a parlé sur le fait qu'il était, il visait le titre, etc., il est nulle part. Je ne sais pas ce qui s'est passé, le pauvre. Et je pense sincèrement que moi je pense que Liam Lawson m'étonnerait pas qu'il finisse à côté de Verstappen. Il est jeune, il est modulable, ils ont déjà fait l'erreur 15 fois de mettre un jeune à Red Bull, ça marchera pas, il sera remplacé par Ricciardo en cours de saison et Lawson ira à AlphaTauri. On le voit gros comme une maison et je pense que Pérez il ira chez Williams, moi. Sacré. Comment Red Bull c'est une essoreuse à pilote. Ah oui, clairement. Ouais. Ok. Olivier. Surtout avec Max à côté. Olivier, à toi de t'exprimer. T'as l'air un peu tendu là. J'ai l'impression que toi t'as des infos. Non. T'as des infos sur le sujet. T'as l'air. Vas-y, lâche le truc là. Attends, je purge ma sanction de 5 secondes. Allez, on n'a pas le droit de toucher, pas le droit de bouger. Pas le droit de bouger. Hop, c'est bon.
Non, mais je vois pas en fait ce qui pourrait sauver Perez parce que ça l'a sauvé de Racing Point quand il a gagné le dernier Grand Prix. Ça l'a sauvé de sa première saison avec Red Bull. Enfin, quand il a fait ce dernier tour, dernier Grand Prix absolument dingue. Là, je vois pas ce qui peut le sauver. Enfin, même une Il victoire, reste ça un le Grand Prix. sauverait pas. Il reste Donc, un Grand Prix quand même. oui, mais il va faire 5 fois deuxième. C'est pas ça qui va le sauver. En vrai, il y a trop d'indicateurs, trop d'indicateurs, Faudrait qu'il gagne les 3 derniers, négatifs. quoi. Faudrait qu'il en gagne quelques-uns pour se dire, ça D'accord. y est, il a rebondi, on a retrouvé le pilote début de saison. Donc pour toi, Olivier, il s'en va. Je note avec Moi, lui. je vois pas la régulière battre Max ou Verstappen. Donc pour moi, il part. Et oui, et je vois bien un truc. Par contre, je le vois partir, mais pas de la Formule 1. Je vois partir de Red Bull et je vois bien retourner dans une écurie. Williams, comme tu dis, de Takuma, ça paraît hyper pertinent. Et Liam Lawson, pour moi, il a trop de talent pour l'éjecter. Donc, si jamais il est troisième pilote c'est bien parce que il y a une petite idée derrière la tête de pas le lâcher tout de suite, quoi. Donc ouais, ça me surprendrait pas qu'ils viennent faire une petite pige de quelques grands prix en début d'année prochaine chez Red Bull, quoi. Ok. Lance, toi, dernier mot. Moi, je suis assez d'accord avec Charles, c'est-à-dire il commence la saison prochaine, il finit celle-là. Alors, faudrait vraiment qu'il nous enchaîne des éliminations en Q1 ou Q2 et qui continue sur la même dynamique, quoi, en fait. Voilà, là, il s'est quand même pris un tour. Quand même, c'est par son propre coéquipier sachant que c'est une course où Verstappen finit 5 secondes devant Piastri, quoi. Il y a pas c'est pas les 30 secondes qu'on a pu voir pendant la saison où Max était intouchable. Là, tu sens quand même que, avec des circonstances particulières. Oui, puis il y a aussi une absence de risque de la part de Red Bull. Ouais, de l'absence de risque de la part de Max, parce que c'est quand même la seule course où son ingénieur, c'est lui qui lui a dit d'accélérer. Parce qu'il était, c'est même plus 2 doigts qu'il avait sur le volant, il en avait 1,5, hein. C'était, là, il a fumé un paquet de clopes en entier, pendant la course, hein. Donc, ouais, moi, je suis assez d'avis quand même qu'il commencera la saison prochaine. Là, je regardais vite fait le calendrier. Donc, on fait Bahreïn, Arabie Saoudite, Australie, Japon, Chine. Allez, peut-être jusqu'à Miami, qui sera la sixième course. Pronos super technique. Et finalement, avant de revenir en Europe à Imola, s'il y a pas de résultat, parce qu'après c'est toujours pareil. Qu'est-ce qu'on appelle des résultats? S'il fait Q3 et qu'il se qualifie donc Q3 et qu'il fait deuxième à toutes les courses, il est maintenu. S'il continue à faire des trucs comme ça. Par contre, à la première occasion, si vraiment il continue sur sa lancée, qu'il est vraiment au fond du saut, oui, à Imola, il est remplacé par Ricciardo, qui sera lui-même remplacé par Liam Lawson chez AlphaTauri, avec toujours peut-être Isaac Hadjar qui est un petit peu qui tourne par là en troisième pilote. Et si Ricciardo donne pas satisfaction, il est pas impossible que lui aussi saute et que Liam Lawson tranquillement puisse avoir une promotion, peut-être même avant la fin 2024. Alors moi, c'est la grosse merguez. Moi, c'est Ricardo. Je comprends pas qu'on continue ici. Enfin, je sais pas ce qui se passe. Pourquoi il est revenu? Pourquoi il reviendrait chez Red Bull alors qu'il est parti, ça n'allait pas? Et que derrière, ça a été la dégringolade. Je ne comprends pas le concept. Est-ce que Ricciardo, ça serait mieux que Perez dans une Red Bull? Je te le fais pas dire. Voilà. Donc, apparemment, s'ils ont ça en tête, c'est qu'il y a eu des tours dans le simulateur, il y a eu des tests qui leur montrent que, a priori, Ricciardo des tests marketing serait peut-être meilleur dans cette voiture-là. Et cette voiture dans laquelle Checo ne sent pas à l'aise parce qu'il freine trop tard, il surconduit. On n'en a pas parlé, mais c'est quand même il a le deuxième nombre de track limit sur la course. Donc c'est un mec qui surconduit et on le voit depuis un certain temps.
il est pas en confiance, il freine trop tôt, il prend mal les virages. Ok. Donc, même sur des courses en ville. Quoi. Ok, donc c'est assez aromatisé pour Sergio Pérez. Moi, je pense qu'il va pas revenir pour 2024. Par contre, j'ai un peu de mal à visualiser son remplaçant, mais je vois pas comment il pourrait continuer là. C'est pas possible. En vrai, on déconne, hein. Mais ce serait tellement Red Bull d'arriver au Grand Prix du Mexique et de dire bon alors Sergio Pérez, tu n'es plus chez nous l'an prochain. Oh là là, je suis sûr qu'ils se régaleraient des huées du public mexicain. Je pense qu'ils attendent que ça. Un petit côté SM chez les Autrichiens peut-être. Je suis sûr qu'ils ont des DVD d'enfants qui pleurent chez eux et tout. Vraiment. On verrait des sacrifices de canettes. Déjà un enfant qui pleure chez soi, c'est pas facile, mais alors un DVD d'enfant qui pleure, c'est chaud. Ok. Après, je pense déjà ils vont s'en prendre une bronca avec les propos qu'a eu Helmut Marko mais sur les mérité. pilotes sud-américains. Oui. Oui. J'ai cru que tu allais dire que les propos de Marco étaient mérités, mais non, c'est la réception des propos. Attention. Oula. Ok. Bon, on va passer à la deuxième écurie qui nous a fait pour le coup bien plaisir ce week-end, c'est McLaren, puisqu'ils ont quand même réussi à avoir de sacrées performances avec Piastri et avec Norris. Donc peut-être dans un premier temps on va parler de l'écurie, mais après moi j'ai une petite question, c'est au final qui est le pilote qui domine en fait maintenant actuellement chez McLaren, puisqu'on a quand même Piastri qui a remporté la course sprint, et puis on a quand même cette belle position de Piastri aussi pendant la course qui finit deuxième derrière Verstappen, devant son coéquipier, sachant que les gens de McLaren ont demandé à Norris de se calmer derrière et de maintenir les positions. En qualif, il commence à prendre le dessus sur Norris assez régulièrement. Piastri, voilà, bon moi c'est dans ma tête c'est toujours un peu le traître, hein. Il a quand même ça écrit sur son dos, mais il fait quand même de sacrées preuves. Cette saison, c'est peut-être la révélation littéralement de cette saison. Qu'en penses-tu, Charles Carrefour, toi qui habites dans une maison orange? Franchement, pour le coup, il fait des progrès de dingue. C'est un gamin qui fait pas de bruit, qui communique bien. Alors même si sa communication quand il est passé chez Mercedes, chez McLaren, pardon, on va dire, il s'est fait un peu connaître du grand public par des tweets sur son changement d'écurie, mais en vrai ses performances elles sont bonnes. Il a mis 2-3 grands prix avant d'être au niveau de Norris, et en plus la voiture fonctionnait pas. Mais dès que la voiture a fonctionné, même avec le package qui n'était pas le nouveau package en Grande-Bretagne, il était quand même relativement performant. Et derrière, ça devient une valeur sûre, en tout cas pour McLaren. Ils ont sûrement à l'heure actuelle le meilleur duo de pilotes, même si c'est deux jeunes, on va dire. Ils ont un niveau stratosphérique avec une voiture qui leur convient très bien. Donc franchement, plutôt bonne pioche pour Zak Brown. Mais il a intérêt de le garder et de bien le payer la saison prochaine s'il veut pas le voir justement potentiellement dans une autre écurie concurrente dans les saisons prochaines. Ok. Lance, tu partages cet avis quand même? Ils avaient déjà mis beaucoup d'argent sur la table pour le débaucher. Pour récupérer d'Alpine. Surtout avec le risque quand même de poursuites juridiques qui auraient pu coûter bonbon quand même vu les montants des contrats des pilotes. Voilà, qu'en penses-tu? Piastri Norris, on est sur quoi? Sur un duo il va y avoir de l'émulation et ça va les monter, les tirer vers le haut et puis voir concurrencer Maxou saison prochaine. C'est ça qu'on veut? C'est toujours ce qu'ils ont en tête, hein. Sur McLaren, avoir deux pilotes, c'est toujours mieux que d'en avoir un seul, hein. Big up Aston Martin, je pense qu'ils aimeraient avoir ce problème de riche. Même si au final ils se le provoquent eux-mêmes, hein, avec Lance qui a encore fait un magnifique week-end. Oui, et c'est incroyable ce qu'il réussit à faire. On l'a vu à chaque fois, c'est lui aussi qui avait les packages en retard, et à chaque fois qu'il récupérait les pièces identiques à celles de son coéquipier, et il rivalisait avec lui. Tout à fait. Et est-ce qu'on est étonné? On a déjà dit ici que ce mec-là, c'est peut-être et même très sûrement un pilote générationnel, voire plus. C'est-à-dire que c'est pas, parce qu'attention, on sait que dans tes définitions, Lance, il y a les pilotes générationnels et les pilotes circonstanciels. C'est bien ça, dans tes catégories. On est d'accord. Ouais.
Mais fut un temps, la McLaren était circonstancielle. Bon, on a vu que elle a pu perdurer un petit peu. À savoir si Liam Lawson est un pilote circonstanciel. Ça peut être une bonne question. Bon, après, voilà, ils ont un très très bon duo de pilotes. Je sais pas si c'est le meilleur, parce que je pense qu'un Lewis Hamilton, George Russell, pour moi, ça reste encore au-dessus, notamment niveau expérience, même si Norris commence à en avoir pas mal, malgré le fait qu'il ressemble à un collégien, avec un petit sac à dos. Oui, c'est ça. Il commence à être un petit peu âgé, mais et justement avec la bouteille qu'il a, il a un petit rookie à côté de lui qui a tout gagné dans les catégories inférieures et tranquillement, qu'il a fait sa première saison. Le mec gagne la course sprint. Il n'y a pas une effusion de joie plus que ça. Il gagne entre guillemets, il prend la pole sur le sprint shootout. Pas une énorme effusion de joie. Le mec, il est en mode robot et c'est normal ce qui m'arrive. Et ça peut être effrayant pour la concurrence sur les prochaines années, oui. Ok. Olivier Pastis, toi, on sait que voilà, ton Norris est ton petit chouchou. Comment tu vis quand même cette situation avec Piastri quand même qui lui mord les mollets? Ça, ça c'est Lando, il est centenaire. Hein. Il a bientôt 100 Grand Prix à son actif. Ça fait 5 ans qu'il est là. Enfin, ça commence à être un bon petit baroudeur. Non, je pense que c'est lui le leader de l'équipe. Enfin, là-dessus, il y a pas de sujet. Très clairement, Piastri est en train de faire bouger les lignes. Mais si on parle de l'avenir de McLaren, pour moi, Piastri, c'est un peu un mercenaire, quoi. C'est-à-dire que je vais là où il y a le plus offrant. C'est-à-dire que je devais aller chez Alpine. C'est plus offrant McLaren, chez McLaren. Si jamais le plus offrant d'un seul coup c'est Red Bull, du coup j'irai chez Red Bull. Moi je le vois un peu comme un mercenaire, comme une personne qui va essayer d'optimiser ses choix. Personne de peu de foi. Voilà, exactement. Salaud à avoir planté Alpine. Moi j'appelle ça un ambitieux. Je mettrais pas mercenaire. S'il a l'occasion d'aller dans l'écurie qui lui offre une possibilité d'aller gratter déjà des victoires en GP et après, voire plus, s'il y a plusieurs victoires en GP dans une même saison, oui, le mec, il ira. Mais ça fait, on a tellement de pilotes pisse-froid qui sont là juste parce que papa a assez d'argent pour leur acheter un baquet en F1. Alors après, avoir un mec qui est un petit peu ambitieux et qui il a gagné combien de Grands Prix Lando Norris, il a gagné combien de Grands Prix? Aucun. Non. Bon, après, avec Lewis après, c'est vrai que c'est compliqué. Et Max ces derniers temps, c'est non mais regarde un peu comme c'est quand même plus joli un titre quand Lewis Hamilton a aidé Mercedes à monter, quand Verstappen a aidé Red Bull à monter, quand Alonso a aidé Renault à monter. Enfin, tu sais, il y a un truc, quoi. Il y a un truc qui se construit. Il y a une cristallisation, c'est ça que tu veux dire. Ouais, là, c'est un peu, on est dans le mode nominal. En fait, on est dans le mode nominal à Verstappen. Tout est bien réglé, nickel. Et lui, il fait absolument aucune erreur. Tout est parfait. Takuma, je pense pas t'avoir interrogé sur cette question, Piastri Norris. Déjà 5 secondes de pénalité pour Marcus Winkelhock pour avoir dépassé les limites de piste. Voilà, à l'occasion de citer ce bon vieux Marcus Winkelhock que j'embrasse. Seul pilote à avoir 100% de ratio Grand Prix joué, Grand Prix mené. Voilà, vous le saurez, c'est un petit trivia pour vous. Le Grand Prix d'Europe était formidable. Pour McLaren, ils ont un duo de pilotes avec un mec expérimenté et un mec jeune. Sachant que le mec jeune a 22 ans et le mec expérimenté a 23 ans. Ça fait peur de voir le niveau des deux et de se dire que si McLaren continue à avoir une bagnole de ce niveau de maintenant, on va avoir de la papaye pendant jusqu'à plus soif. Bon, après, ça parlait de c'est pas des fils à papa, de machin. Le père Norris, c'est quand même pas non plus le père drôle de l'année en termes d'argent. C'est Chuck Norris, le père de Norris. Le père de Norris, c'est Chuck Norris. C'est ça que t'es en train de nous dire. Exactement. Non, par contre, c'est quand même la 501e personne la plus riche de Grande-Bretagne, ce qui est quand même pas non plus rien.
Je pense qu'il doit être quand même assez aisé. C'est pas non, voilà, il c'est pas non plus, c'est pas un self-made man non plus. Lando Norris, il a été aidé. Alors après, il est très bon pilote, hein, on le bien. Mais bon, voilà. À part peut-être Lewis Hamilton, Oui, mais oui, non, ouais, mais- il y a Esteban Ocon Esteban aussi Ocon. qui a Oui, oui, bien oui. galéré. Piero Gasly, je sais pas, mais la majorité des gens, d'ailleurs, c'était, ils essayaient t'avais le patron de la FIA qui parlait, aujourd'hui, une saison pour un jeune en karting, c'est 300 000 euros Ouais, par saison. Ouais, Donc, c'est- à un moment ou un autre, Max Verstappen, si papa il avait pas fait de la Formule 1 avec les poches pleines, je pense qu'il aurait probablement jamais touché un volant de sa vie. On le sait, ça finalement Oui. sur la Formule Bon, après, 1, ça, déjà rien c'est- que de oui, bien pratiquer, sûr. même pas que la Formule 1 d'ailleurs. Si tu fais du motocross, c'est pareil. Si, Ouais, enfin du tous rallye, tous les ouais. sports mécaniques, si à un moment ou à un autre, il n'y a pas soit tes parents travaillent dans le secteur, elles sont mécanos, peuvent avoir des pièces ou des trucs pas trop chers et après faut pouvoir bouger. On sait que les sports mécaniques, Ah bah oui, Bien sûr. en effet. Bien sûr, Ok. bien sûr. Est-ce Et que juste pour revenir sur ta petite question rapidement, je pense que ce qui arrive entre guillemets à Lando Norris, c'est-à-dire de se faire un petit peu botter les fesses par Piastri, c'est exactement ce qu'il lui fallait parce que c'est l'homme installé par McLaren, c'est le bébé entre guillemets McLaren, voilà, C'est ça. on le couvre machin etc. Et de voir que il y a un autre pilote qui arrive et qui a l'air d'être équivalent, voire un peu plus talentueux que lui. Je pense que c'est ce qu'il lui fallait pour remettre un petit coup de collier et rappeler quand même que oui, c'est un très très bon pilote, Lando Norris, qu'on a tendance à oublier qu'il n'a que 23 ans. Et maintenant, ce qui peut être le revers de la médaille, c'est est-ce qu'ils vont réussir à gérer les égos des deux? Parce que je pense que les deux vont vouloir jouer la carte de je suis meilleur que l'autre, donnez-moi entre guillemets la priorité, je suis numéro 1 machin. Et on sait que c'est jamais facile de gérer ça, donc on verra dans le futur. Ça va être c'est ce qui peut nous donner quelque chose d'assez intéressant du côté de McLaren. Ok. Dernière question concernant McLaren. Ça sera les concurrents directs de Red Bull l'année prochaine ou pas Olivier. Sur papier, oui. Toi, tu dis oui, Takuma. Olivier. Normalement, il n'y a pas d'énorme changement par rapport à cette année, Oui, cette en année effet. à l'année prochaine. Je pense que McLaren ne va pas tout s'aborder sur l'hiver. Et je pense qu'ils vont se poser comme menace crédible pour la saison prochaine, oui. Ok. Oui, je pense également. Lance, c'est possible ça ou au final Red Bull ils ont toujours un tour d'avance. Franchement, sur les forces en présence, elles ont tellement bougé à part Red Bull tout là-haut au firmament. Au bout de 5 grands prix, on disait que Aston Martin, on voit pas ce qu'il peut faire, que ça va pas aller au bout et que Fernando va pas justement essayer de gratter un petit GP. Là, le poste Fernando, il tient l'écurie à bout de bras et je pense qu'il en peut plus. On va en arriver, on va y arriver sur le cas Aston Martin. Donc au final, c'est une petite modif, une petite trouvaille sur ces Formule 1 où l'aéro est tellement importante. Même Alpine avec son moteur en bois et des problèmes, ils arrivent à marquer des points. Donc bon, on peut vraiment pas être définitif. Par contre, s'ils ont vraiment trouvé quelque chose et que ils arrivent à continuer à améliorer la voiture par petites touches et que ils arrivent vraiment à transformer l'essai, c'est de rigueur. Oui, c'est les favoris au moins pour la deuxième place. Ok. Bon, ma question c'était Même plus si concurrence directe avec Max Verstappen un peu genre comme la course sprint, comme on a pu voir sur la course sprint où après on a eu quand même ce sentiment que Red Bull a trop d'avance en vrai. Ouais. Donc Et en plus, okay. En plus Red Bull s'est servi de son avance pour peut-être que l'avance s'est réduite parce que ils font plus aucune modif sur la voiture et pas part déjà 2024 depuis depuis quelques semaines déjà. Possible. Donc là ils auront pas la soufflerie en moins avec les dépassements de budget cap. Ok, très bien. On connaît le truc quoi. On a vu avec Mercedes comment ça se passait. Voilà. Une fois, quand t'as de l'avance. Tu la gardes quelques années ton avance. D'accord. Tu parles de Mercedes, on va faire un petit tour du côté de Mercedes sur ce Grand Prix du Qatar qui s'est révélé assez compliqué quand même. On a encore vu des petites tensions, des grosses tensions, même des contacts
entre Hamilton et Russell. Hamilton qui, dans un premier temps, expliquait que il s'était fait sortir de la piste par son coéquipier. Après, quand la poussière est retombée, il a quand même assumé un peu la responsabilité de cet accrochage au premier virage qu'il a vu abandonner de la course. C'était pas un très très bon week-end du côté de Mercedes. Hamilton, il avait un petit regain là ces derniers temps, mais ça n'a pas été incroyable. Et puis Russell, lui, qui se fait sortir au début de la course, il finit quand même avec une belle 4e place, de manière assez, je sais pas, moi j'ai même pas très bien compris comment on avait réussi à faire ça. En tout cas, voilà, une belle 4e place. Un week-end qui aurait pu être vraiment à oublier pour Mercedes. Ils sont sauvés par les problèmes de Ferrari qui n'ont pas fait partir Sainz sur la course du dimanche. Et puis des performances un peu en retrait de la Scuderia. Est-ce que tu as quelque chose à dire, Olivier, sur Mercedes ? C'est dommage. C'est dommage, ça aurait pu être intéressant de voir Lewis Hamilton qui tentait quelque chose d'audacieux. On peut se refaire le film de la course 10 000 fois. C'est sûr qu'au bout d'un tour, il était premier, tu vois. Enfin, il y avait une telle différence il a voulu être premier dès le premier virage. Bon, on verra pas ce que ça donne. C'est dommage. Oui, il a fait de la merde. Voilà, enregistrez-le, c'est bon, je le dis. Ça fait mal à dire, mais toi aussi, t'es gentleman, toi aussi, tu assumes. Et ça, c'est beau, ça. Et ouais, non, puis c'était vraiment un week-end, où où les Mercedes étaient pas dedans, mais même en qualif, ça a rien donné. En course sprint, c'était pas beau. Enfin, il y avait rien. Voilà. Ok. On est descendu d'un cran comparé aux 2 Grands Prix d'avant. Ouais, alors juste un petit récapitulatif, on n'a pas trop parlé du classement constructeur évidemment, puisqu'on a parlé de Red Bull en particulier, mais bon, ils sont premiers largement avec 657 points. Deuxième, Mercedes avec 326. Certains chez Barbecue F1 avaient annoncé quand même McLaren devant Ferrari, je crois. C'est quelqu'un qui avait dit ça, non ? Ou pas ? Devant Aston déjà. Devant Aston ? J'avais parié devant Aston. Devant Aston. Donc là, on a McLaren avec 219 points et on a Aston avec 230. Il y a 11 points d'écart. Je pense que ça va le faire pour du côté McLaren. Là, on est sur je sais pas s'il y a une cote encore sur le sujet, mais je pense que s'il y a une petite cote, il faut mettre du bif dessus. Takuma, voilà, que penser de ce week-end Mercedes ? Un peu. Il y avait déjà eu ce week-end avec Russell qui s'était sorti au dernier virage. Il y a eu quelques points qui mettent un peu du sable dans la machine, je trouve. Oui, alors déjà 5 secondes de pénalité pour Pascal Wehrlein pour avoir dépassé les track limits. Oui, c'est dommage parce que sur le départ, Hamilton, il fait tout ce qu'il faut et c'est juste qu'il est impatient. Et c'est dommage. Il tourne un brin trop vite. Mon Russell, il est là. Bon, il est là. Et en fait, c'est le même accident qui sort Perez au sprint. C'est-à-dire que tu as Hülkenberg au milieu qui prend un Ocon qui tourne. Et du coup, Ocon, il veut se rabattre. Perez, il est à côté. Voilà. Et ça percute. Et là, c'est Verstappen qui a de la chance. C'est Verstappen qui part en pole sur la course, oui. Ouais. Qui a de la chance de ne pas avoir justement une des Mercos qui se rabat sur lui avec ce contact. Hamilton a reconnu qu'il avait fait une erreur. Il a fait une erreur. Bon, il a fait une erreur. Ça va. Il a, je sais pas combien d'années de carrière. Ça peut lui arriver d'en faire une. C'est quand même pas le pilote qu'on va retenir à la fin de sa carrière pour le nombre d'erreurs qu'il aura commises. C'est sûr que c'est frustrant parce que je pense qu'ils auraient pu marquer de gros points et que Mercedes est toujours dans la recherche de marquer le plus de points possible. Russell réussit à faire une très belle 4e place en repartant du fond de grille, surtout avec la course, avec les arrêts qui sont obligatoires, les changements de pneus, les stratégies dont on ne panne plus rien tellement tout se mélange, les undercut, overcut, etc. J'ai entendu que c'était aujourd'hui, au jour où on enregistre, il y avait le championnat du monde d'Excel. Mais je pense que si on avait dû faire toutes les stratégies et les calculs de course avec le tableau Excel, ça aurait été une bonne épreuve du championnat du monde sur ce week-end. Romain Grosjean, il a passé sa course à faire du tableau Excel. Il essayait de tenir le nombre d'arrêts possibles avec
Le pauvre, il en pouvait plus. T'avais Julien à côté qui essayait de meubler et Romain Grosjean, il était perdu dans les calculs. Tu sais, c'était le même avec toutes les équations qui arrivent sur le gars un peu barbu. Alors c'est peut-être le moment quand même de rappeler ce qui s'est passé. Excuse-moi Charles, c'est de rappeler quand même que suite à des incidents, différentes problématiques, il a été la FIA a obligé les pilotes à s'arrêter après 18 tours sur des pneus. C'est là où c'est le problème. Comment tu peux décider que toute ta gamme de pneus au bout de 18 tours est morte, sachant que tu as des pneus durs et des pneus tendres? C'est là où ça merde. C'est pas normal. Oui. Normalement, t'es censé avoir des pneus durs qui sont censés tenir plus longtemps. C'est la théorie. Des pneus tendres, ce qui est logique. Après, il disait que ça touchait quand même la structure du pneu. Donc, ouais. Il y a Olivier. Il n'y a pas non plus 4 cm d'écart entre un pneu dur et un pneu tendre. Olivier veut intervenir. Ouais, alors, je suis d'accord avec toi. Je trouve que c'est une défaillance monumentale de Pirelli. Après, d'après ce que j'ai pu lire, c'est que les vibreurs étaient quand même sacrément c'est des pyramides triangulaires. Ouais, là. Et c'était notamment la cause de la fissure dans le réservoir de Sainz qui l'a empêché de prendre le départ. Ah oui. Donc, ça, j'ai pas vu ça. Ouais, apparemment. Donc, je pense que tu veux plus qu'il y ait plus de sorties de piste et respecter les track limits. Je pense que tu mets ça partout et tu laisses les pneus durer aussi longtemps que prévu, quoi, tu vois. Ok. Non, mais je crois que les vibreurs étaient vraiment particulièrement agressifs. Il y avait le resurfaçage qui était complet, qui détruisait aussi les pneus, le sable qui venait parce que c'est au milieu du désert. Non, je trouve en plus que c'était un très très bon Grand Prix pour annoncer un jour après la prolongation du contrat de Pirelli. C'est ce que j'allais dire. Je trouve que le timing était vraiment. Jusqu'en 2027, Pirelli qui est prolongé. Et j'ai pas écouté les 5 infos, mais je suis persuadé qu'il y a une référence à ça parce que très souvent, malheureusement, on les spoil par avance. Ok. Mais en fait, ce qui est juste dommage, c'est que il y a quand même eu un Grand Prix en 2021 sur ce circuit-là. Tout le monde était au courant que il y avait aucun changement au niveau des vibreurs, que potentiellement c'était déjà un peu touchy en 2021 sur les pneus, et que sur un week-end de sprint où les mecs en plus ils ont besoin de pas mal de pneus, qu'ils savent qu'ils vont en bouffer surtout le samedi. Avec les deux types de qualifs, et en plus du coup c'est le vendredi soir où on leur dit en fait ça se trouve potentiellement on va vous restreindre à un nombre de tours maximal, on vous laissera 10 minutes en plus parce qu'on a juste modifié un peu le circuit pour vous habituer, parce qu'en fait on se rend compte qu'effectivement là c'est un peu trop juste et du coup les track limits c'est bien vraiment relou, donc on vous j'ai perdu le mot, les pyramides là, justement les vibreurs. Voilà, merci beaucoup. Et du on coup, est une c'est équipe. vrai que en fait du coup ça donne un dimanche où la plupart ont 2 trains de pneus neufs, comme d'habitude, un pneu médium et un pneu dur pour faire la course, quoi. Et en fait, ça a juste donné des trucs où, lui, alors, il a déjà fait 4 tours sur son train de pneus tendre, du coup, il peut faire que 14 tours, du coup, il peut s'arrêter là, après, franchement... si t'ajoutes à ça les track limits... Ah ouais. Dis donc. Et clairement, les pneus durs, en plus, il n'y avait pas forcément de gros rythme, donc je pense pour la plupart, ils auraient préféré toujours rouler en médium. Non, mais là où je trouve où t'as une grosse défaillance, c'est quand même que quand on parle de 3 pneus, en fait, il y en a 5 dans l'absolu. C'est ça, du coup, t'as 5 gommes, et après, Pirelli choisit les 3 gommes. Ouais. Voilà. Donc, c'est-à-dire que même la plus dure, parmi les plus dures, ne fait pas l'affaire. Tu vois, je crois que ça touchait la structure du pneu. Ce qui faisait qu'avec, en fait, ils avaient peur que ça se décroche. Et donc, finalement, c'était pas l'usure du pneu en lui-même, mais c'était vraiment la structure qui faisait que tu devais avoir des efforts de cisaillement et en fait ils pouvaient d'échapper, quoi. Ils ont pris quand même les gommes les plus dures. Hein. Oui. De base, oui. Ils ont pris la C1, C2, C3 pour le. Mais alors la course était de nuit en plus. Comment le circuit a pu être homologué? Enfin, derrière moi, il y a un truc qui là, tu mets le doigt sur quelque chose, Olivier. En effet, effectivement, il y a ce qui s'est passé il y a quelques heures. Là, il y a eu le président de la FIA
qui a quand même parlé au sujet de tout ça en disant à un moment donné la F1 nous appartient quand même et on la donne on donne les droits à Liberty Media, mais il va falloir à un moment donné se poser qu'est-ce qu'on fait sur les grands prix qui sont problématiques liés au track limit où en fait ça biaise toute la course parce que ça fait quand même deux trois grands prix ou sur un circuit de 24 où en fait il y a des track limits à gogo, c'est très ça difficile, devient n'importe très quoi. Difficile à regarder. Tu mets un bac à sable tout de suite derrière la ligne blanche, t'as aucune track limit. Non, mais enfin par exemple pour le cas de l'Autriche, on sait que pour accueillir la F1, la MotoGP, ils sont obligés d'avoir aussi certaines normes. Mais c'est où est-ce que tu définis les limites de la piste? Est-ce que c'est toujours la ligne blanche ou est-ce que c'est le vibreur ou est-ce que tu vois c'est parce que à un moment donné, à part passer pour des pimpins, franchement. Et encore, la piste a été modifiée, je crois. Elle a été un peu élargie. À partir le vendredi soir. C'est surtout le dernier virage. C'était un dernier virage, en tout cas en Autriche. Donc c'est compliqué, même pour les motos. Il leur faut un peu d'asphalte parce que les motos, tu en mets de l'air tout de suite. Ok. Ça va. Bon, on pourrait parler de pneus pendant des heures. Hein. De toute façon, c'est ce qu'on fait quand on n'enregistre pas les émissions. On parle de pneus. Mais que dire quand même. Donc là, il y en a quelques-uns qui sont exprimés sur Mercedes. Est-ce que vous voulez ajouter des choses à tout ça? Toto était pas là ce week-end au Qatar. On est passé de belle du côté Mercedes. La rivalité Russell-Hamilton, elle est appelée à devenir vertueuse, à se durcir, parce que Russell, on sait, c'est un gentleman, un lord anglais déjà, tout comme son coéquipier Lewis. Et voilà, des petites touchettes, des petits incidents, là, ils auraient pu sortir, ils auraient pu abandonner les deux. Hein. On est passé pas loin du tout ça s'est joué à quelques millimètres. Voilà, est-ce que il y a une merguez à venir entre Russell et Hamilton, Lance? Bon, après le Grand Prix, ils se sont fait un gros câlin, un gros hug, donc tout va bien. Tu vois le mal partout. Tu ne serais pas journaliste, par exemple. Non, mais il y aura toujours, et en fait, t'auras toujours de l'animosité. On l'a vu avec déjà les histoires tu as le droit de l'attaquer ou non. Là, on en parlait tout à l'heure avec les McLaren. Il y a quand même eu une consigne de course disant à Norris, tu n'attaques pas Piastri. Les gars, vous êtes 2 et 3. Moi, j'en ai rien à faire de votre histoire. On va dire que Piastri est largement en dessous par rapport à Norris au classement, donc c'est pas les quelques points de fait de passer devant, que tu as une plus grosse coupe en étant deuxième que troisième qui va changer. Là, les gars, vous roulez pour l'équipe et on garde les positions. Okay. Chez McLaren, c'est peut-être chez Mercedes, c'est peut-être un peu plus compliqué. Lewis a une telle aura que de toutes les manières, si tu dois faire normalement un choix entre les deux, ça sera vers lui. Si t'as les deux Mercos qui sont devant sur un des 5 derniers Grands Prix et qu'il y a une victoire au bout, est-ce qu'on va avoir une consigne, par exemple? Ça peut être un bon. Alors, je sais pas. C'est pas certain que ça arrive. Je suis pas si sûr que ça. Mais après, peut-être pour. Moi non plus. Ouais. Moi non plus. Toi, je suis plutôt d'accord avec toi, Jacques. Je pense que Mercedes s'est complètement géré ce genre d'ego. Que Lewis, même si jamais il est tout aussi fort que ça. Donc là, pour l'instant, il n'est pas du tout question de championnat du monde, de trucs comme ça, vu qu'ils sont un cran en dessous. Si jamais Russell est devant, ils laisseront Russell devant, et tant pis, Lewis sera deuxième. Et voilà. Après, si jamais ils se battaient pour le championnat du monde, ça, ce serait autre chose. Mais la question est plus facilement. Il y a 62 points d'écart. Classement. Puis après, par contre, ils ont le classement constructeur où c'est encore chaud puisque ils sont devant Ferrari avec 28 points d'avance. Mais il reste 5 grands prix quand même. Donc mais constructeur, tu dis juste voilà, genre faites pas ce que vous venez de faire, quoi. C'est ça. Et ça peut faire jurisprudence, quoi, en disant les gars, faites attention, on a perdu de gros points parce que quand on voit justement Russell qui repart dernier, qui repasse au stand, même s'il y a eu dommage. donc finalement il y a eu un peu moins de dommages.
Moi, je vois la roue avant gauche de Russell sur le contact. Quand tu la vois, tu dis oh là là, est-ce qu'il n'y a pas une transmission, enfin est-ce qu'il n'y a pas un amortisseur qui va sauter ou un bras de suspension. Il finit quand même devant Pérez. Il finit quand même devant Pérez alors qu'il a un accrochage potentiellement. Sa suspension a pris un coup. Il finit quoi. Il arrive à finir devant Pérez. Il finit devant. Pérez, il est accroché avec la vie. Il finit devant Stroll aussi d'ailleurs. Mais c'est pas très important. Donc voilà, il réussit quand même à faire P4. Il y a que lui qui y croit d'ailleurs, parce que quand tu écoutes les radios pendant toute la course, lui il dit je peux aller chercher P4, je peux aller chercher P4. Et il le fait. Donc ça teste toujours ce petit truc du. Il savait pas, comme on dit souvent, il savait pas que c'était impossible, et c'est pour ça qu'il l'a fait. Il a fini d'ailleurs devant Charles Leclerc en Ferrari. Que dire de ce week-end Ferrari? Alors on apprend que c'est les vibreurs qui ont engendré la non-participation de notre ami Carlos à la course du dimanche. Info d'Olivier Pastis, toujours très bien informé le monsieur. Exactement. Mais voilà, week-end, alors à mon avis, un peu en retrait du côté de la Scuderia. Takuma, qu'en as-tu pensé de cette Ferrari qui il y a un petit regain quand même sur cette fin de saison. On a l'impression que l'effet Vasseur fonctionne un tant soit peu. Mais là, il faisait trop chaud. Alors déjà 5 secondes de pénalité pour Lucas Badoer pour avoir dépassé les track limits. C'est difficile à juger Ferrari sur ce Grand Prix. Déjà, mon pauvre Carlos Sainz, il peut même pas se battre. Vous savez très bien que je suis pas le plus grand défenseur de Carlos Sainz, mais là le pauvre, on lui a dit non, t'y vas pas. Donc c'est compliqué pour Ferrari. Charles, il fait 5e sur la course, qui je pense était le mieux qu'il pouvait faire, peut-être 4-5. Bon, on a bien vu l'état des pneus à la fin du sprint, justement, de Carlos Sainz. Ça fait peur quand même. Tu te dis, fallait vraiment pas plus. Leclerc d'ailleurs, qui aurait dû finir juste derrière Carlos Sainz sur le sprint, mais qui, lui, s'est pris 5 secondes de pénalité pour les track limits. Donc bon, c'est vrai que ça fait 2 points en moins par rapport à ce qu'ils auraient pu avoir. De toute façon, on sait que sur cette fin de saison, il y a 3 groupes. Il y a Red Bull, puis il y a McLaren, et puis il y a, à mon sens, Mercedes, Ferrari qui se vaut. En fonction des grands prix, il y en aura un qui sera un peu devant l'autre. Ils ont pas fait d'erreur. Ils ont fait ce qu'il fallait avec Charles. Bon, il finit 5e en partant 5. Bon, voilà. Déjà, le fait qu'il y ait que les grands prix s'enchaînent où on se dit, tiens, il n'y a pas d'erreur déjà. Bon, oui, tout à fait. Il faut construire là-dessus. Et je repense à un truc, pardon, par rapport à McLaren. J'aimerais juste dire bravo pour les 1 seconde 8 en arrêt au stand. J'y ai pas pensé, mais c'est impressionnant. 1 seconde 8, ouf. C'est record du monde. Ça n'a jamais été aussi vite. Alors pourtant, ils avaient pris justement des précautions, des consignes pour que ce soit un petit peu plus lent, entre guillemets, pour machin et tout. Les mecs, 1 seconde 8, c'est fort. Donc chapeau. Bravo à eux. Chapeau. Charles, ton cœur est rouge, même si ta maison est orange, je le dis encore une fois. Ce week-end Ferrari, les perspectives Ferrari sur cette fin de saison, est-ce que tu as envie d'en parler? En espérant qu'ils finissent une saison, on va dire, la meilleure des manières, c'est-à-dire une stratégie OK, qu'ils arrivent à décrocher des P4, P5 quand ils le peuvent, why not des podiums, et que entre pilotes ça se passe plutôt bien en piste. S'ils arrivent à respecter ça, ils auront fait une fin de saison plutôt correcte, j'ai envie de dire. Mais bon, derrière, je ne m'attends pas à des folies, surtout par rapport aux Grands Prix qui arrivent et qui ne sont pas forcément des Grands Prix Ferrari. Après, il y a quand même la lutte un peu entre les pilotes au classement pilote, justement. Puisqu'on a un Sainz qui a 153 points et un Leclerc qui en a 145, sachant qu'en plus Carlos, les deux s'appellent pareil en fait, mais Carlos, il a eu une victoire quand même sur la saison, ce qui n'est pas le cas de Charles, qui doit l'avoir en travers celle-là. Olivier, on a un petit avis sur Ferrari, ou c'est bon, Ferrari c'est fini? C'était l'écurie de mon dernier amour. Excusez-moi, je croyais qu'on était à une soirée karaoké. Non, mais j'y ai pensé tellement fort. Oh là là.
Mais Ferrari, c'est fini. Oui, enfin non, c'est pas fini. Ce sera jamais mort, Ferrari. Mais tu auras toujours un sursaut d'orgueil. Voilà, mais je pense que en fait, il y a peut-être qu'il y a une tension qui est redescendue globalement du fait de la victoire en mode c'est bon, on en a coché une cette année, c'est bon les gars, maintenant on peut faire un peu de la merde, enfin, y aller, on a coché la victoire, c'est bon. Je pense que lui, Sainz a beaucoup plus à jouer que cette victoire. Enfin, il se projette plus sur l'année prochaine, des choses comme ça. Et peut-être qu'il a plus la niaque. Ouais, mais je m'attends pas à grand-chose. Je m'attends pas à un podium de Ferrari. Ce serait une belle performance parce que c'est pas du tout l'équipe qui est, pour moi actuellement, elle est plutôt quatrième équipe du plateau derrière Red Bull, McLaren et Mercedes, quoi. Donc, il y aurait des sacrés faits de course pour qu'ils arrivent sur le podium. D'accord. Bon. On va passer aux franchises, hein, parce qu'il y a des choses à dire sur Alpine, et puis Aston Martin, on va juste parler peut-être du cas Stroll en fin d'émission, puisque je pense que la FIA doit avoir des dossiers sur lui pour l'obliger à continuer à piloter. Il y a un truc qui se passe, ou alors je sais pas, mais il y a un truc. Alors, pas de Marseillaise du côté Alpine ce week-end. Moi, mon première analyse chez Alpine, c'est que certes, les arrêts n'étaient pas très bons, en tout cas comparé aux autres écuries, mais j'ai trouvé que c'est plus la performance des pilotes qui a laissé à désirer sur ce Grand Prix. Il y avait moyen de faire mieux en termes de points, même s'ils n'allaient pas non plus renverser la table et finir sur le podium. Mais je trouve que c'est les pilotes qui ont perdu des points sur ce week-end. Takuma, qu'en penses-tu? Ouais, je pense que c'était un Grand Prix moyen. Je peux pas être méchant, mais déjà Gasly, le pauvre, de ce que j'ai compris sur la course, il a eu des petits soucis de moteur, ce qui fait qu'il surconduisait, et que c'est pour ça qu'il est allé plusieurs fois au-delà des limites, et que c'est le pilote qui a eu le plus de fois de sanctions pour les track limits. Du coup, 5 secondes pour Pierre Gasly. Hein, voilà. Après, c'est un running gag qui devient aussi de la saison passée, puisque la FIA, la saison passée, dès qu'il éternuait, il prenait 5 secondes. Ocon, il a fait une course. Il est capable de faire des super dépassements, et puis après, on ne le voit plus. C'est Ocon. Il a été là. Et puis, le pauvre, sur le sprint, il est dans la collision avec Perez. Donc, bon. C'est sûr que c'est plus compliqué quand tu te sors d'aller marquer des points. Bon, mais de toute façon, Alpine, on sait très bien qu'elle est au-dessus des mauvais et pas assez forte pour les fortes. On sait qu'elle est dans cette situation. De toute façon, elle peut faire que 9, 10, 8, allez, 6 si jamais il y a une bonne qualif et une bonne stratégie. Mais on le sait depuis des semaines. Et ce qui compte, c'est que maintenant, il faut espérer que déjà il trouve quelqu'un pour diriger cette écurie. J'aime beaucoup Bruno Famin, et je pense que pour le moment, il a fait un bon boulot de juste stabiliser l'écurie. Maintenant, je pense qu'il faudrait une vraie forte tête pour gérer ça. Et j'espère surtout qu'ils se sont dit, bon, on va bosser pour la saison prochaine pour vraiment enfin avoir une voiture qui peut permettre d'aller titiller le podium. Parce que sinon, Gasly et Ocon, ils sont bien gentils, écurie française, tout ça, le chauvinisme, les drapeaux, les cotillons, les serpentins. Mais je pense qu'ils en auront un peu marre aussi, eux, de se traîner aux alentours de la 10e place. Lens, toujours actionnaire d'Alpine. Qu'est-ce qui se dit en interne après ce week-end du Qatar, là, au bureau? C'était comment aujourd'hui? C'était un petit peu la soupe à la grimace, parce que c'est vrai que le père... Le père Pierrot se prend quand même 15 secondes au total. Parce que je crois qu'on a eu droit encore à ils se prennent 5 secondes parce qu'ils ont touché la voiture trop vite. Ah, ils ont eu ça? J'ai pas. Ouais. Je me suis dit que ça pouvait être ça pendant le Grand Prix, mais ils l'ont pas expliqué en direct. A priori, ouais. Donc t'as eu 10 secondes pour les track limits, et je crois qu'il y a eu un supplément du chef pour la même bêtise que d'habitude. Ouais, bon, voilà, il essaye de faire sa course et il finit hors des points. Pourtant, les deux voitures qualifiées Q3 étaient assez bien positionnées, mais il y a eu des petits soucis. Bon, après, je pense qu'on en parlera
de manière un peu plus globale sur la difficulté des pilotes. Ils sont quasiment tous sortis complètement rincés, bon, à part Max. On peut en parler maintenant. Tu peux en parler maintenant. Et donc justement avec où j'ai appris, j'avais pas entendu pendant la course, mais là en écoutant divers podcasts et interventions des uns et des autres, où bah le père Esteban qui a fait 2 vomitos au 16e et 17e tour dans son cockpit. Piero Gasly qui disait je crois qu'il faisait 80 degrés dans son baquet. Ouais, Lance Stroll qui a eu des mini malaises. Ouais, en fait ils sont tous sortis. Bah Sargent qui n'a pas terminé. Ouais. Sargent qui n'a pas terminé la course. Ouais, où ça a été extrêmement compliqué. Alonso je crois qu'il a déclaré que ça a été la course la plus dure qu'il ait jamais faite. Donc quand t'as Alonso qui te sort ça, qui est quand même dur au mal, ça devait être très compliqué. La course sprint c'est un peu mieux passé parce qu'il y avait du vent, mais là les conditions climatiques c'était on était sur du 35 degrés dans l'air, 75% d'humidité et aucun vent. Donc les mecs je pense que tu avais aussi le fait qu'ils attaquaient tout le temps. Oui. Tout le temps. Et c'est tout ça. Le temps, quoi. Ouais, parce que on l'a pas donné, mais il y a seulement 6/10 d'écart entre le temps de qualif pour la pole de Verstappen et son meilleur tour en course. Ce qui n'existe pas sur les autres courses. Si vous regardez, il y a en général 3-4 secondes d'écart. Et à Singapour, ça montait même à quasiment 10 secondes entre le tour de qualif et alors après, est-ce que c'est le fait que le fait que tu dois économiser tes pneus, les joueurs, les pilotes roulent à l'économie, donc finalement sont beaucoup moins dans le mal comme il y a 20 ou 30 ans où finalement les mecs attaquaient et de toute façon s'ils attaquaient trop, la fiabilité de la voiture les rattrapait et ils finissaient pas la course en général parce que les moteurs pétaient dans tous les sens. Là, fin cette saison, il faudrait s'amuser à compter combien de voitures ont abandonné pour panne mécanique avec moteur qui explose ou embrayage qui lâche. Je sais pas si il y en a au moins sur une main, mais je sais pas si la deuxième main est complète sur l'ensemble des courses. En tout cas, donc les mecs ils ont attaqué comme des gros sales et ils ont fait 57 tours de qualif quoi. Ok. Bon, on revient sur Alpine ou franchement on arrête d'en parler parce qu'ils ont besoin aussi de passer à la saison prochaine. Charles, t'avais des trucs à dire sur Alpine? Vas-y Olivier, pardon. Bah, moi je trouve qu'Ocon de Grand Prix en Grand Prix s'améliore. Je trouve qu'il est avant c'était un très bon défenseur, enfin c'est toujours un très bon défenseur, il défend bien ses positions et maintenant il attaque, je sais pas si jamais je sais pas mais je trouve qu'il est plus à l'aise dans la voiture, peut-être plus à l'aise dans sa tête et je trouve qu'il tente des dépassements là où avant je me disais il pouvait rester genre mais tout un Grand Prix bloqué derrière une voiture. Maintenant il tente des trucs, tu sais, genre il pique, il est plus à l'aise et ça c'est plus agréable à regarder. Pierre Gasly, t'as 15 secondes de pénalité, quoi. Enfin, comment tu peux faire un Grand Prix avec 15 secondes, quoi? Non, mais, c'est déprimant. Et puis, alors, si jamais, en plus, il y a 5 secondes parce qu'on a touché, un dixième de seconde trop tôt la Renault, mais, pardon, la Alpine. Mais, non, mais tu te dis, mais, putain, là, c'est 0 pointé de la part de l'écurie, quoi. Yes. Voilà. Non, mais au final, on peut noter que chez Alpine, ça varie. Je tiens à préciser que Gasly n'a pas pris 5 secondes pour voir ce qu'ils lui ont retouché sa voiture. Il a bien pris 3 fois 5 secondes pour détraquer. C'est ce que j'avais vu, mais je n'osais pas contredire Lance quand même, ce qui est quand même super costaud. Voilà. C'est quand même dingue, hein. 3 fois pour track limit. À un quel moment l'ingénieur lui dit pas, mec, fais gaffe, quoi. Bah, il y en a eu 2 où c'est lors d'un dépassement en plus. Oui. À chaque fois où là c'était flagrant. Ouais, puis en plus il fallait qu'il rende la place et puis etc. C'était un grand cinéma. Les track limit, on est d'accord que t'en fais 5
avant d'avoir, ou 3 ou 4, hein, avant d'avoir une pénalité. C'est la quatrième et la cinquième. Quatrième drapeau noir et blanc. Te donne la cinquième pénalité. Tu tombes dans la pénalité et à chaque track limite supplémentaire, t'as une pénalité qui s'ajoute. Donc c'est pour ça j'avais récupéré le petit graphique. Alors, en tout, Pierre il en fait 7, Perez 6, Stroll, Albon ils en font 5. Et après, t'as Sargent, Russell, Lawson, Bottas, Alonso qui en ont 3. Joe, Piastri, Norris, Hülkenberg 2. Tu dis pas qu'il a dépassé les limites de piste, Lance Takuma? Parce que là, il commence à dépasser sérieusement les limites de piste. Et seul Verstappen n'a pas fait une limite de piste. Ouais. Ok, bon les gars, est-ce qu'on a d'autres choses à dire sur ce Grand Prix, sur les autres écuries? Moi, il faut quand même signaler qu'on a eu un Bottas quand même qui marque des points avec Alfa Romeo au final qui, contre toute attente, qui sort un peu la tête les deux dans les points. Ouais. La tête de l'eau, c'est assez étrange ce qui s'est passé. Comme quoi, ils aiment bien la chaleur, peut-être chez Alfa Romeo, je ne sais pas. Parce qu'au final, voilà, si on prend le classement constructeur de la version du bas, on a Alpine qui a 90 points, Williams 23, As 12. Alfa Romeo 16 et Alfa Tauri 5. Donc bon, les Alfa Tauri c'est compliqué. Bon, des choses à ajouter sur ce Grand Prix. On passe tout de suite aux 5 infos de la semaine de notre ami Sébastien Vettel. Ouais, on peut mettre un grand chassé à la FIA parce qu'on l'a évoqué vite fait, mais c'est pas normal d'avoir plus de la moitié des pilotes qui sont couchés, qui ont du mal à sortir de leur bagnole, qui sont complètement détruits par une course. Évidemment que les pilotes sont fatigués après une course, c'est normal, c'est un effort physique intense. Mais là, c'était pour moi dangereux. Enfin, quand on te dit qu'un pilote faisait des micro-malaises en ligne droite et qu'il y voyait flou, et que, enfin, je veux dire, là, on atteint du dangereux. C'est dangereux. Là, c'est comme quand tu rentres le dimanche après-midi sur la route des Landes, et que tu sors du repas des chasseurs. C'était un peu ça. Excusez-moi. Non, mais c'est pour moi c'est un scandale. Déjà, la phrase qui m'a fait beaucoup fait rire de Carlos Sainz, c'est quand il fait les essais libres et qu'il dit que son père aurait été très bon dans ces conditions parce que la piste est pleine de sable. Déjà, bon, voilà. Enfin, pour moi, ce Grand Prix, je dirais pas un fiasco, c'est exagéré, mais pour moi, c'est pas un bon Grand Prix et c'est pas une bonne image qui en ressort. Parce que en fait, c'est juste pas de la Formule 1, quoi. Ouais, non, mais c'est ça. Et l'autre truc qui est intéressant de signaler, c'est qu'on tape sur Lance Stroll, moi le premier, mais là, j'ai vraiment l'impression qu'il est plus là. Mais au premier degré, j'ai vraiment l'impression, je pense qu'il y a vraiment un truc qui s'est brisé en lui, parce que vraiment, son interview c'est après qualif ou après qualif, il est absent. Et je sais pas si parce qu'il sait que il va devoir partir, s'il sait que son père, la vente est en bonne voie, donc il sait que, je sais pas, mais ça se voit qu'il est plus là, le pauvre, et c'est jamais souhaitable. Bien sûr que moi je suis le premier à lui balancer des tacles parce que il est pas au niveau, tout ça, etc. Mais de le voir comme ça, c'est jamais souhaitable. Et bon, voilà, je veux pas non plus que ça l'affecte, on va dire, beaucoup trop. Ça reste que du sport, ça reste que de l'amusement pour nous, et faut pas, voilà, j'ai pas envie non plus que ça aille dans des proportions trop sévères. Ah ouais, carrément. Toi t'en es là. Moi j'en étais à la théorie du complot, évidemment, parce qu'il faut toujours au moins une théorie du complot par barbecue F1 sur McLaren, qui a des dossiers compromettants sur lui, ce qui l'oblige à rester chez Aston Martin, à piloter jusqu'à la fin de la saison, plutôt que d'être remplacé, puisqu'on a quand même, justement, on parlait de cet écart de 11 points, voilà, ils font tout, ils ont des dossiers sur la fameuse chute de VTT là. Enfin bon, il y a la vidéo qui traîne quelque part, on en reparlera plus tard. Olivier, tu voulais ajouter quelque chose? Sur cette vente d'Aston Martin, j'ai entendu que Aston Martin se lance en endurance, et mécaniquement, enfin financièrement, c'est très compliqué de suivre 2 programmes de compétition à ce niveau-là, quoi. Donc Ferrari le fait, mais bon, c'est Ferrari, quoi. Oui, voilà. Mais sinon, financièrement, suivre 2 programmes, un programme d'endurance et un programme de Formule 1, je pense que financièrement, ça peut pas fonctionner. Et puis Aston Martin, c'est pas non plus le constructeur le plus sain économiquement du monde. Donc à la limite,
ça me surprendrait pas que Aston Martin dise, bah hop, il n'y aurait pas une autre petite écurie de Formule 1 qui voudrait venir, je vends, je vends mon siège social. Après, ce serait, dans un sens, ce serait quand même très surprenant qu'Aston Martin vende, dans le sens où le Père Stroll a quand même investi beaucoup pour une nouvelle usine, un nouveau QG, Tout à fait. etc. Et Vraiment, ce serait aussi surprenant qu'avoir autant investi pour avoir des infrastructures très solides, etc. Il y a aussi ce truc où je me dis, c'est quand même bizarre qu'il veuille se barrer. Alors, est-ce qu'il a voulu vraiment mettre un truc ouf et pour pouvoir le vendre à un prix bien plus supérieur auquel il a acheté pour se dire, bon, bah maintenant je fais une plus-value, mon fils a tenté, on va le foutre en endurance et puis merci, au revoir, peut-être. Mais ça me surprendrait quand même qu'il... Bon, après, on verra, hein, on n'est pas là. Moi, je pense que la vente aura lieu en 2026 ou un truc comme ça, tu vois, pas tout de suite, tu vois, mais quand il y aura un changement de réglementation, tout ça, boum, on vend. Après, l'acheteur potentiel, il a l'air d'avoir du pognon quand même. Enfin, il faut oui, pour faire de la Formule 1 en général. Oui. Tu vends pas des pains au chocolat à la récré pour pouvoir financer le rachat de l'écurie, quoi. Non, mais disons qu'il peut faire une belle. Après, vu la tranche de l'acheteur potentiel qui me semble, sauf erreur de ma part, c'est Aramco. Ils ont c'est un peu les gens les plus riches du monde en fait. Donc peut-être que ça reste un businessman, Monsieur Stroll, hein, même s'il aime son fils. Ok, bon, peut-être que en écoutant les 5 infos de la semaine de Sébastien Vettel, on aura les réponses à toutes nos questions. Écoutons ça. C'est Box. Salut tout le monde, c'est Sébastien Vettel pour les 5 infos inutiles de la semaine. Je suis quasi certain que samedi, le sprint et ses différentes safety cars étaient diffusés sur Twitch pour le GP Explorer 3. Il se dit qu'après avoir perdu sa roue arrière, Lewis a enfin pu dire pour de vrai « Bono, my tire is gone ». Imaginez un peu la conversation entre Logan Sargent et son ingé. Logan, la température est de 50 degrés. Fahrenheit, hein. What the fuck is Celsius? David Beckham et Christian Horner ont un point commun et une différence. Ils sont tous les deux mariés à une ancienne Spice Girl, sauf que l'un est au sommet de sa discipline aujourd'hui alors que l'autre l'était il y a 20 ans. En parlant de points communs, saviez-vous que toute l'équipe de barbecue F1 avait un point commun avec Sergio Pérez? Bah ouais, aucun de nous ne conduira une Red Bull en 2024. C'était Sébastien Vettel pour les 5 infos inutiles. On se retrouve au prochain Grand Prix. Ciao. Oh là là là, ça taille de ouf chez Sébastien Vettel. Mais bon, qu'avez-vous pensé de David Beckham, Christian Horner? C'est pas les mêmes sports quand même. Hein, et je pense que visiblement David Beckham, lui, il s'en sort pas si mal que ça en business. De son côté, ça a l'air de tourner. Il n'est pas inquiet. Pardon? On n'était pas inquiet. On n'était pas inquiet. Ouais, on n'était pas inquiet pour lui. Alors, on va peut-être pas aborder le sujet des pronostics, parce que je suis un peu plus inquiet pour nous, quand même. Mais non, mais pourquoi? C'est pas obligatoirement. On peut zapper cette période-là. Alors, si tu veux, on peut faire comme s'il n'y avait pas eu de pronostics pour ce Grand Prix du Qatar. Bon, après, tout le monde avait annoncé la victoire de Verstappen. Donc là, sur ça, au moins, voilà, point commun, belle victoire, bravo. Bravo à toute l'équipe. Franchement, vous faites tellement de progrès. Grand Prix après Grand Prix, saison après saison, c'est un véritable plaisir. Mais en tout cas, prochain Grand Prix d'Austin, Grand Prix des États-Unis ou Grand Prix des Amériques, je me rappelle plus bien. L'année dernière, on avait eu comme résultat Verstappen, Hamilton, Leclerc. Qu'en penser cette année sur ce Grand Prix d'Austin qui est donc voilà, après avec ce Grand Prix là, il restera 5 Grands Prix, Austin, Mexico, Sao Paulo, Las Vegas. Las Vegas qui sera peut-être justement le piment de cette fin de saison, et Abu Dhabi. Matakuma, je te laisse t'exprimer sur Austin, Texas, baby. Qu'est-ce que j'avais dit sur le Grand Prix du Qatar? Tu avais annoncé, c'était pas mal, hein, franchement. C'est pour ça que tu fais exprès d'en parler, j'imagine. Petit coquin. Verstappen, Norris, Piastri. J'avais pas dans le bon ordre, mince. C'est dommage. Bon, Verstappen qui gagne, surprise. Ouais, je sais, vous êtes tous. Alors là, heureusement que vous êtes tous assis. Et derrière, je vais partir sur Norris-Hamilton. Voilà. Ok. Parce qu'Hamilton aime bien ce circuit. Et je pense que... Il aime bien les courses aux États-Unis. Hamilton. Et puis surtout, je pense qu'il va avoir un petit peu les crocs de pas avoir pu faire de Grand Prix. Et il sera plus frais que les autres, du coup. Même s'il y a une semaine de repos complète. Mais voilà, je pense qu'il fera très très bien et qu'il réussira à faire une belle 3e place.
Ok, Charles, à toi de nous dire un petit peu ce qui va se passer du côté du Texas. Je pense une victoire quand même de Verstappen. Pas non plus déconner. Tu dis ça avec une toute petite voix, comme si c'était un peu genre... peut-être Non, une non, victoire mais- du petit Max qui mérite quand même, parce que il est pas mal. Derrière, il va bien y avoir une McLaren, je dirais Piastri, Russell. Ah, intéressant. Olivier, on te voit pensif. Tu penses peut-être Oui, à parce la qu'en poésie, fait- tu penses en peut-être fait- à l'actualité internationale qui est très difficile en ce moment, mais peut-être que tu penses aussi au pronostic du Grand Prix. Je pense toujours Formule 1. Sache-le. Et je me dis qu'un Grand Prix d'Israël, ce serait pas un bon plan en ce moment. Malheureusement, non. Non, mais je repensais à ce que tu disais, Takuma. Je sais pas si jamais il aime le circuit des Amériques. Je crois qu'Hamilton, il aime les Amériques. Il aime pas forcément le circuit des Amériques. Enfin, tu vois, genre, je sais pas si... Il y en a qui aiment les Américains. Il y en a qui aiment les Américains. Ouais, Je parle de gastronomie. Il aime les Américains. Je pense qu'il est américain dans son cœur, mais qu'il a le Ouais, il a passeport gagné. britannique. Il a quand même gagné en 14, 15, 16, 17. Et en 12. Ça va. Oui. Ça Ouais. va. Bon, il avait peut-être un peu la meilleure voiture, quoi. Oui, bon, on est d'accord. On est d'accord que ça aide, je vous l'accorde. Ok. Non, tout ça pour dire que qui a la meilleure voiture? Verstappen, donc Verstappen gagnant. Et après, je mettrais bien un Russell, qui est dans une bonne dynamique, mon petit George, et un Norris qui aura envie de dire à Piastri, regarde, moi je suis sur la boîte et pas tout. Ok. Voilà. Alors, qui c'est qui reste? Il nous reste Lance. Lance. Ouais. Lance. En Et fait, vous, Jacques. Et vous, Jacques. Ouais. En fait, moi, je me dis que physiquement, ce Grand Prix va peut-être laisser des traces, et les deux pilotes qui n'ont pas eu à le courir peuvent peut-être faire quelque chose, même s'il y a 15 jours de récup, et que tu es quand même sur un nouveau week-end sprint, donc avec le C'est à noter, en samedi et le dimanche. Et je mettrais une petite piécette, donc bien sûr Verstappen, mais bon, parce que lui il a conduit à l'économie, il était en cruising comme d'habitude, mais je mettrais un Hamilton Sainz derrière. Ouais. Et on remarquera que personne ne parle de Checo ou pas loin de chez lui et tout. Mais Checo, il faut quand même être lucide. Ferrari, Checo, ça fait depuis, mais ce que je trouve incroyable. De temps en temps, j'essaye de le remplacer, Checo, mais même moi, j'ai perdu l'espoir. Non, mais quand tu regardes les qualifications, il est en Q3. Bon, ça lui arrive pas tout le temps, rarement, mais même quand il est là, on s'imagine jamais qu'il peut faire une pole ou être sur la première ou la deuxième ligne. C'est complètement, c'est un truc, on le regarde même pas ce qu'il fait. C'est quand même, enfin, moi, je trouve ça assez dingue. Alors, moi, mon pronostic, j'en ai marre j'en ai marre de à chaque fois mettre Max Verstappen. Là, je crois que j'ai fait que un Grand Prix cette saison où j'ai pas mis Max Verstappen dans les pronostics. Vainqueur, évidemment. Donc moi, j'annonce un Lando Norris, première victoire de Lando Norris, suivi d'un Max Verstappen, suivi de Lewis Hamilton. La grosse côte, mais bon, à un moment donné, voilà, si c'est pas quand la saison elle est terminée sportivement parlant qu'on peut se lâcher. Moi, je ne sais pas quand est-ce qu'on se lâche. Dites-le moi, s'il vous plaît. Ok. Donc on a fait le tour des pronostics. Est-ce que vous avez des choses à ajouter, des commentaires à faire? Je rappelle quand même une actualité assez intense du côté Radio Magazine Co, puisque on a comme tous les lundis, le barbecue foot, comme tous les mardis comme tous les mercredis matins à partir de 6h pour la F1 après chaque week-end de Grand Prix. On a les émissions vélo ça tourne, et puis Coupe du Monde de rugby oblige. On a aussi pas mal de barbecue rugby chaque semaine pour parler de cette Coupe du Monde. Il y a plutôt une bonne ambiance dans ces émissions-là. Je vous les recommande. Les gars, des points supplémentaires? On en reparle si on se fait sortir par l'Afrique du Sud à la fin de la semaine. Évidemment, sur la bonne ambiance. Évidemment, pour l'instant, voilà, il y a rien à perdre. Non, on en a pas parlé de la décision de la FIA d'accepter une nouvelle écurie.
Alors, serait ils ont un pas peu accepté, ils ont accepté d'étudier, je crois, le dossier. Non, alors, en fait, Non, ils ont accepté la candidature, mais maintenant, il faut que toutes les écuries soient d'accord pour accepter l'écurie. Et on sait déjà que Williams, ils ont fait bah non. Et je crois qu'il y a une ou deux autres écuries qui est en mode bah non. Ouais, c'est ça. Parce qu'ils veulent forcément plus d'argent. Et du coup, s'il y a une nouvelle écurie, ils sont en mode bah on va avoir moins d'argent, donc bah non. Ouais, sauf si jamais une écurie américaine peut potentiellement permettre de générer plus de chiffre d'affaires pour Liberty Media. Donc se rappeler sur toi, je suis pas sûr que ce soit le bon raisonnement, mais bon après. Et puis il y a plus de voitures en piste aussi, hein. Et donc bon, ça a son impact aussi, je ne sais pas. Oui, Andretti avec Tediac va pas d'un seul coup viser le podium. Enfin, ce serait une première. Voilà. Ok. Si. C'est Brand GP qui l'a fait, mais. Moi, j'ai faire pire que Haas, de toute façon. En effet. Si moi j'ai peut-être un petit truc à ajouter qui est extra F1. C'était, je recommande l'écoute pour ceux qui aiment bien les podcasts indépendants, et l'écoute des P2J concernant justement l'aventure P2J, qui était un podcast de foot, passement de jambes. Ils ont fait des épisodes pour retracer un peu leur histoire, puisque c'est un podcast qui s'est arrêté en fin d'année dernière, si je ne me trompe pas, et c'est assez sympa de voir tout ce qu'ils avaient réussi à créer au-delà des émissions, toute l'univers et la culture de P2J. C'est super intéressant, ça donne envie de faire plein de trucs, et c'est cool. Un très très gros travail de la part de Marie-Lou qui a tout compilé, qui a tout réécouté et qui a fait des sujets transverses. Bravo à elle. Ok. Si elle a dû se fader le hors-série sur Foot et Stats, déjà rien que ça, bravo à elle de l'avoir écouté jusqu'au bout. Elle s'est tout fadé, figure-toi. Incroyable, même pas sans ChatGPT, quand même, c'est ça qui... Non, mais elle n'est pas toute jeune non plus, Marie-Lou. Écoute, Marie-Lou, si tu nous entends, on pense à toi. Ok, c'est sur ces mots que nous allons terminer ce barbecue F1. C'était un grand plaisir de se retrouver, de discuter de F1 et d'autres choses. À la prochaine, les gars. Ciao, ciao. Salut. Ciao.